Peut-être le temps que tout le monde arrive, une petit mot d'introduction. Donc, merci encore à tous de vous être connectés. Merci spécialement à Sophia, Max et Marguerite qui vont intervenir ce matin. Donc, ce matin, on prévoit un brief investisseur d'une heure, lors duquel nous allons revenir dans un premier temps sur les principales conclusions des COP 29 et COP 16, en faisant le lien avec la COP 30 qui se déroulera à Belém au Brésil en novembre prochain. On mettra ensuite l'accent sur le développement de solutions pour la nature à destination des investisseurs. Et donc, Marguerite et Max nous parleront des solutions et incluant notamment les solutions d'engagement sur ces sujets-là. On a donc le plaisir pour nous parler de ces sujets d'accueillir ce matin Sophia Condès, qui est directrice de l'engagement investisseur chez Faire Initiative, Marguerite Culot, qui est experte nature à la Caisse des dépôts, et Max Bonjour. Boucher, qui est manager biodiversité et océan chez Faire Initiative. Donc, juste on gardera une quinzaine de minutes à la fin, comme toujours, pour les questions-réponses. N'hésitez pas à les poser dans le chat entre-temps si vous le souhaitez. Mais en tout cas, on pourra vous ouvrir vos micros à la fin si vous avez des questions. Merci encore, et puis je passe la parole tout de suite à Sophia pour la première partie. Bonjour Marie et bonjour à tous. C'est un vrai plaisir d'être là avec vous. Merci à l'équipe du French Peer de nous avoir invités à participer à cette discussion. Alors, je m'appelle Sophia Condes, je travaille pour l'initiative FAIR. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas FAIR, nous sommes un réseau d'investisseurs qui se concentre sur les risques et les opportunités dans le secteur agroalimentaire. Et je suis aujourd'hui aussi accompagnée par mon collègue Max Boucher, qui est l'expert thématique de mon équipe en matière de biodiversité et d'océan. Alors, aujourd'hui, nous aimerons commencer par, par faire un petit état des lieux par rapport aux événements liés au climat et à la nature qui ont eu lieu à la fin de 2024. Mais nous voulons surtout nous pencher sur ce qui est à venir pour 2025. Alors, parce que nous nous préparons pour la COP 30, euh, ainsi que parler des opportunités existantes pour les investisseurs de se joindre à différents types d'efforts de collaboration sur le thème de la nature. Alors, on va commencer par, ouais, alors là, c'est l'ordre du jour qui fait un petit résumé de ce que je viens de dire. Euh, mais on commence par la prochaine slide qui est un peu discuter de l'état de lieu de 2024. Alors, en fait, un petit résumé de la COP 29 qui a eu lieu à Bakou. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que, alors qu'il s'agissait d'une COP qui était pensée à se concentrer sur le financement de la transition, euh, la participation de la communauté financière a été assez limitée pour cette occasion. Euh, bon, il y a eu plusieurs raisons qui peuvent répondre à pourquoi les investisseurs n'ont pas participé. Et ce qu'on a vu, par exemple, parmi notre réseau d'investisseurs, c'est il y a eu beaucoup plus d'attention des investisseurs sur la COP 16, la COP biodiversité. Alors, on commence par le positif et après on peut parler des possibilités d'amélioration. En termes d'une note positive, il y a eu quelques nouvelles prometteuses concernant les nouveaux objectifs de financement. Par exemple, ce qu'on appelle le New Climate Finance Goal, qui peut se traduire par le fait que les pays développés ont accepté d'injecter au moins 300 milliards de dollars par an dans les pays en développement d'ici à 2035 pour soutenir les efforts contre le changement climatique. Euh, ce chiffre semble très haut, mais c'est vrai que c'était quand même pas le chiffre qui était attendu par tous les pays en voie de développement. Et aussi, il faut prendre en compte que vraiment, toutes ces discussions de financement ont montré que la disponibilité, le coût de capitaux sont encore inégaux et qu'il y a souvent un décalage entre ce qui est disponible et les énormes besoins de financement dans la transition climatique.
Euh, un résultat du côté positif par rapport au secteur qui nous concerne, parce que vu qu'on se focalise sur l'agroalimentaire, et le lancement de un mécanisme de innovation agricole à grande échelle, j'essaie de traduire de l'anglais, qui canalisera plus de 1000 milliards de dollars philanthropiques pendant les prochaines années pour vraiment essayer de relever tous ces défis qui sont très connectés par rapport à l'agriculture, le changement climatique et la sécurité alimentaire. Après, c'est vrai que le sujet des NDC, ce qu'on appelle les Nationally Determined Contributions, a suscité quelques déceptions, surtout par rapport aux lenteurs des progrès dans la présentation des nouveaux NDC de la plupart des pays qui n'ont pas présenté leur objectif révisé. Mais aussi, il y a eu quelques exemples positifs, un peu pour donner un peu d'espoir par rapport à ce qu'on veut voir en termes de best practice, à- par rapport à des pays comme le Royaume-Uni, qui ont présenté des nouveaux objectifs très ambitieux et prometteurs. Alors, en résumé, la COP 29 nous a rappelé une fois de plus que les efforts de collaboration vraiment doivent inclure des rapports très réguliers sur le progrès accompli. Ça ne suffit pas de viser des objectifs à 10 ans, à 15 ans si on ne donne pas des rapports réguliers. Parce que faute de quoi, il sera vraiment impossible de réduire les émissions mondiales de 60% par rapport au niveau de 2019 d'ici à 2035, comme on l'a promis dans l'accord de Paris. Alors, il y a encore beaucoup de travail. Si on passe à la suivante slide, là, c'est un peu faire l'état de lieu du sommet sur la biodiversité. Et je veux faire un peu la vision macro, plutôt politique publique, parce que c'est vrai que Marguerite va parler avec beaucoup plus de détails en ce qui concerne les initiatives spécifiques pour les investisseurs. Mais bon, alors, si je commence par le positif. Alors, le premier point positif, c'est qu'il y a eu une énorme présence des institutions financières dans cet événement. Ça montre que la biodiversité vraiment euh, monte dans l'agenda investisseur et vraiment, il y a un énorme niveau d'attention de la part de différentes catégories d'investisseurs sur le sujet. En termes de lancement d'initiatives positives, la création d'un organe pour garantir la contribution des peuples autochtones et des communautés locales à la réalisation des objectifs en matière de biodiversité a été reconnu comme un grand progrès. C'est vrai que, il y a eu beaucoup de points de tension par rapport à la manque de reconnaissance des communautés autochtones dans ces procès-là. Alors ça, c'est positif. Après, on a entendu beaucoup parler du fonds de Cali, qui est un fonds qui se focalise sur l'information des séquences numériques, DSI. Ce que ça veut dire, ça fait référence à toute cette information génétique des plantes et des animaux et en fait, mettre en place ce fonds de Cali marque une étape très importante sur la voie de valoriser et de permettre un partage plus équitable des avantages de la nature et en fait de tous ces avantages qui sont retirés des informations de séquences numériques. Cela a des implications très importantes pour tous les secteurs qui utilisent ces informations, tels que le secteur, par exemple, pharmaceutique, parmi des autres. Alors, ça veut dire qu'on commence par une reconnaissance qui devrait avancer. C'est vrai qu'aussi du côté du financement public, la Banque mondiale s'est engagée à doubler ses engagements en matière de financement de l'agriculture, qui est important pour le secteur dans lequel se focalise FAIRE, mais aussi, vu l'importance de ce secteur pour le climat et la nature, c'est un lancement assez positif. Après, en termes de possibilités d'amélioration, dans l'accord final, les partis n'ont pas vraiment réussi à clarifier comment ils vont financer les 200 milliards de dollars par an d'ici à 2030.
la somme, ça c'était la somme qui était convenue lors de la COP 15 et dans le cadre de l'accord global de biodiversité. Alors, ça, c'était une déception. Et aussi, il y a un autre point bon, qui était assez, qui a été un peu reconnu comme une déception, c'est que les partis ont accepté de soumettre de nouvelles stratégies et plans d'action avant la COP 16, mais en fait, seulement 44 de 196 partis avaient produit des nouveaux plans avant que cet événement commence. Alors encore, il y a des délais là. En ce qui concerne l'agriculture, nous avons aussi été un peu déçus de voir peu de progrès dans la discussion qui concerne la réorientation des subventions agricoles. Ça, c'est une question que FAIRE a souligné pendant les 2 dernières années comme étant cruciale. On doit avoir des politiques de subvention qui sont beaucoup plus focalisées sur l'avancée des objectifs de nature dans le secteur agricole. Alors ça, c'est un sujet sur lequel il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais bon, en fait, avec toutes nos discussions avec les membres de FAIRE qui ont été là et avant la COP 16, après la COP 16, on voit qu'ils montrent qu'ils souhaitent augmenter les allocations du capital dans tout ce qui concerne le capital naturel, la biodiversité, mais qu'il y a encore peu de mécanismes qui permettent aux investisseurs privés de le faire à grande échelle. Alors, Marguerite va nous parler de certains de ces mécanismes, et ça, c'est encourageant. Mais c'est vrai que les discussions de la COP 16, quand on parlait du capital, la plupart de la conversation se centrait sur les capitales publiques ou philanthropiques, mais le rôle des marchés publics d'action a été pratiquement absent de la conversation. Alors, il y a encore un effort qui doit être fait euh, pour, euh, pour mettre en place des discussions beaucoup plus substantielles par rapport au rôle de l'architecture financière et comment les investisseurs institutionnels peuvent avoir accès à beaucoup plus de mécanismes de financement pour la nature. Mais bon, Marguerite nous en dira plus. Alors, je passe à la suivante slide qui parle beaucoup plus de l'année à venir et ce on appelle la route vers la COP 30 au Brésil. Alors, comme vous pouvez, je suis sûre, vous rendre compte, les enjeux sont considérables, mais l'enthousiasme est aussi très grand pour la conférence qui aura lieu cette année. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, à notre avis, cette COP est cruciale pour traiter les questions qui ont resté un peu en suspens dans les 2 derniers événements. Alors, organisée au Brésil, cette COP vraiment elle constitue une opportunité unique pour l'harmonisation de la nature et le climat dans tous les politiques et la planification et le financement de la transition. Et je suis sûre que nous sommes tous d'accord sur le fait que les investisseurs ont besoin de voir les agendas du climat et de la nature se rejoindre. D'où le rôle prometteur de cette COP. Parce que c'est vrai qu'on est au Brésil, c'est l'Amazonie, c'est le pays qui est vraiment au centre de certains de ces enjeux. Alors, c'est un peu inévitable d'essayer de rejoindre les agendas. Après, en termes de déforestation, qui est un sujet aussi sur lequel il y a beaucoup d'attention de la communauté investisseur, ça devrait être une priorité. On ne peut pas parler de déforestation sans parler du Brésil. Euh, Toutefois, les experts ont identifié que c'est un sujet qui reste encore très contentieux, surtout le sujet qui concerne les risques pour le moratoire du soja, parce que maintenant, ce moratoire du soja se trouve un peu controversé. Il y a déjà, c'est un sujet qui va être discuté à la Cour suprême brésilienne il y a un mouvement qui essaye de, un peu de faire un pushback sur la validité de ce moratoire. Alors, c'est pas évident comment la déforestation pourra être au centre de l'agenda
sans parler de tous ces sujets qui restent controversés au niveau de politique nationale au Brésil. Après, au niveau encore des plans d'action sur le climat, les NDC, les pays doivent mettre à jour leur plan d'action. Il devrait être publié d'ici à février 2025. On attend qu'il y aura des retards, mais l'attente, c'est que pour novembre, ces plans devraient être visibles. En termes du secteur agricole, il est prévu que le Brésil va lancer un programme de travail sur la restauration des terres, la sécurité alimentaire. Et nous, on s'attend que le sujet de l'alimentation va rester une priorité, malgré quelques vents contraires au niveau politique global. Et après, si on parle un peu des pays à faible revenu, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de discussions difficiles à la COP 29. Et maintenant, il y a vraiment une demande très claire d'avoir une feuille de route sur la manière de pouvoir atteindre l'objectif de financement annuel de 1,3 à 1000 milliards de dollars. Euh, et les négociations vont se concentrer inévitablement sur ce point. Alors, en résumé, euh, c'est cette COP-là, la COP 30, qui devrait mettre en lumière le progrès des NDC, qui devrait unir le climat et la nature et résoudre certaines des questions suspenses liées au financement du climat. Alors, je vais m'arrêter là et je vais donner la parole à Marguerite, qui va donner la perspective de l'investisseur par rapport à ce que je viens de commencer à souligner. Alors, Marguerite, je Merci. passe vers toi. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophia. Vous voyez mon écran? Oui, oui, oui. Oui, Bien. c'est bon. Retour COP16, c'est bien. Je pense que Euh, tu l'as. Par contre, tu ah peux le oui, mettre en ouais, je projection, le mets en projet. Attendez, en bim. diaporama, ouais. Ouais. Tuc, 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 tuc. Attends, je vais recommencer. Euh, Voilà, Parfait. c'est bon? Ouais. Top. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup à Sophia pour ce petit panorama. C'est hyper utile d'avoir aussi votre vision, et notamment par rapport en faisant un focus sur l'agriculture, parce que quand on parle biodiversité, financement de la biodiversité, il faut forcément aller vers ce secteur qui est quand même un des plus impactants pour la nature, et qui peut aussi être une source de solution. Si on s'inscrit, si les investisseurs, si vous, investisseurs, voulez vous inscrire dans une démarche d'action positive en faveur de la nature. Alors quelques petits points. Vous voyez, ouais, vous avez bien toujours? Ça marche? Ma petite slide. Donc, comme vous le savez, et Sophia l'a indiqué, hein, dans le cadre mondial de Kunming Montréal, les parties ont finalement se sont accordées sur le fait qu'il fallait 200 milliards de dollars par an d'ici 2030 pour combler le gap de financement, et finalement essayer de contribuer à cet enjeu biodiversité dans le positif. Ce chiffre est une fourchette, hein. En fait, c'est 700 milliards de dollars par an qu'il faut mettre sur la table pour pouvoir s'inscrire dans une démarche de no net loss d'ici 2030, qui est un des principaux engagements de la communauté internationale pris dans le cadre de ce cadre mondial Kunming Montréal. 200 milliards de dollars pardon, par an, ça concerne plutôt les financements pour la biodiversité, et 500 milliards de dollars, c'est toutes les subventions néfastes qui sont actuellement en cours d'exercice et qui contribuent à la perte de biodiversité. Il y a évidemment l'agriculture dont Sophia vous a parlé rapidement en disant qu'effectivement c'était une grosse déception de la COP 16 de Cali, où il y avait beaucoup de monde, il y avait une belle mobilisation, mais il y a eu très peu
de paroles politiques sur des secteurs qui sont quand même les secteurs les plus impactants, l'agriculture, et encore une fois, qui peuvent aussi être gages d'actions positives. Donc, c'est un peu dommage. Au niveau français, il me semble qu'il y a une étude au niveau des ministères qui a été engagée avant la COP16, bien avant la COP16, pour justement essayer de recenser ces subsides néfastes à la nature. Il y a forcément des subsides en direction du secteur agricole. Et bon, là, vous n'en avez pas encore eu vent parce que je pense qu'il n'est pas sorti. L'étude n'est pas sortie. Et c'est probablement aussi parce que le contexte est compliqué, notamment avec le secteur agricole. Il n'empêche que le financement de la biodiversité, même si c'est un peu moins quand même que le financement pour le climat, vous avez vu les chiffres dont Sophia vous a parlé, c'est quand même assez conséquent et surtout pour nombre d'acteurs qui ne comprennent pas tellement comment ils peuvent s'engager et contribuer à réorienter finalement les flux d'investissement en direction de la nature. Petit rappel, hein, le World Economic Forum qui s'est tenu encore la semaine dernière a redit, ça fait 3 ans, je pense, qu'il reparle de nature. Il travaille notamment sur tout un volet Nature Positive que vous pouvez aller visiter sur le site. Il y a pas mal de rapports, c'est assez intéressant ce qu'ils peuvent publier. Ça fait un petit temps déjà qu'ils disent que le PIB mondial dépend en grande partie de la nature, soit directement, soit indirectement. Et donc du coup, du fait d'un potentiel effondrement de la biodiversité, ou en tout cas une érosion de la biodiversité, il est fort à parier que ce système économique et financier mondial est en risque, et est en risque notamment systémique. Le financial gap, selon le WEF, serait de 942 milliards de dollars. Donc un peu plus élevé que ce qui avait été connu à Montréal par ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour essayer de contribuer à réorienter les flux financiers pour la biodiversité, ou en tout cas à construire une société et une économie et une finance qui contribuent aux enjeux biodiversité et qui contribuent aux objectifs et cibles du cadre mondial qui a été adopté en décembre 2022, il y a plusieurs pistes qui sont sur la table. Il y a plusieurs initiatives qui ont cours depuis quelques années, et il y a évidemment eu des nouveautés, des annonces dans le cadre de la COP16 de Cali. Il y a eu pas mal de monde, et notamment du monde financier, qui sont réunis à Cali, beaucoup plus qu'à Montréal, alors que déjà à Montréal, il y avait une belle mobilisation du secteur financier, plutôt dans le positif, qui poussait les acteurs politiques. Il y avait notamment, j'ai participé, moi, à Cali, à une rencontre des ministres des Finances qui se rencontrent d'habitude pour le climat. Je pense que ça s'appelle la réunion des ministres pour le climat, et là, c'était les réunions des ministres pour le climat et la biodiversité. Et le tour de table des ministres a bien montré l'importance d'aborder ce sujet biodiversité en même temps que d'aborder ce sujet climat, et qu'il fallait vraiment commencer à vraiment considérer les enjeux de biodiversité pour ce qu'ils sont. Évidemment pour le climat, mais aussi plus largement pour l'économie mondiale et tout ce que ça nous apporte en termes d'alimentation, de santé, etc. Et donc ça, c'était aussi intéressant à signaler, parce qu'il y a évidemment, et beaucoup plus sur la biodiversité même que sur le climat, une nécessité d'impliquer les pouvoirs publics. Il faut de nouvelles politiques publiques, évidemment en direction des secteurs qui impactent le plus, mais aussi vers d'autres secteurs qui sont peut-être plus dans l'innovation. On a vraiment besoin d'un backup de la politique. Le monde économique et financier ne va pas de lui-même tout faire pour finalement réussir ce changement transformateur qui nous est appelé par l'IPBES depuis quelques années déjà. Et c'est notamment aussi la raison pour laquelle il a été intéressant, et je voudrais signaler ici quelques initiatives qui sont un peu baquées par les pouvoirs publics, ou en tout cas par les grandes banques publiques de développement multilatérales comme nationales, comme la Banque des Territoires et le groupe Caisse des dépôts que je représente aujourd'hui. Je voulais vous signaler notamment le fait qu'il y a eu un fonds de place qui a été un fonds de place qui rassemble les 11 investisseurs institutionnels de la place de Paris, qui a été annoncé à la COP16. C'est un fonds de place qui est un peu en 2 étapes. Une première qui est dotée de 100 millions d'euros. Alors, c'est pas énorme, mais j'espère il a vocation à s'ouvrir.
et qui a pour objectif de financer des small et large et mid cap, pardon, qui proposent des solutions biodiversité, tout en allant aussi financer des entreprises qui transitionnent et qui finalement s'inscrivent dans une démarche de transformation de leur modèle d'affaires pour considérer réduire les impacts sur la nature. Vous savez que l'économie, de façon générale, a un impact sur la nature, hein, ça, on ne peut pas le nier. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est réduire les impacts. Donc, ce fonds de place, pour le moment, s'oriente vers un financement de small and large cap, proposant des solutions sur la nature, tout en accompagnant la transition de large cap dans une démarche d'engagement auprès de ces corporates. Ce fonds sera géré par Mirova. Il n'a pas encore démarré en tant que tel, ça prend un peu de temps, mais en 2025, ce sera l'année vraiment de la concrétisation de ce fonds de place qui est assez intéressant, encore une fois, parce que rassemblant un certain nombre d'investisseurs institutionnels qui, du coup, de par cette initiative, s'inscrivent dans une démarche pro-nature, on va dire. Il y a eu aussi d'autres fonds, on ne va pas rappeler le fonds Cali dont Sophia a fait état, qui, lui, est entériné dans la décision de cette COP16, qui concerne effectivement le partage des bénéfices liés au séquencement génétique de la biodive, parce qu'on s'est bien aperçu que finalement, s'il y avait eu à Nagoya, donc il y a plus d'une dizaine d'années, des efforts et des avancées sur l'accès et le partage des avantages issus de la biodiversité, maintenant, en fait, la plupart des acteurs du secteur économique, ils ne partent pas d'une biodiversité concrète, mais plutôt de séquences génétiques. Et donc, du coup, il fallait aussi travailler sur finalement l'évolution des pratiques. Et ce fonds d'ISI, c'est finalement un mécanisme de partage des bénéfices qui, pour le moment, est à l'état d'annonce, si je peux dire, qui est entériné par l'accord. Hein, donc, ça vaut quelque chose. Mais on ne sait pas beaucoup de choses sur comment les entreprises qui sont appelées à abonder ce fonds vont participer. Donc, c'est souvent des entreprises de la biotechnologie, des produits pharmaceutiques, cosmétiques, comme l'a indiqué Sophia, l'agrotechnologie, etc. Donc, qui utilisent dans leurs produits des données génétiques séquencées numériquement, qui proviennent de plantes et d'animaux, hein, évidemment, de faune et de flore, et comment ils vont abonder, parce que c'est de manière volontaire, ce nouveau fonds. Et puis après, donc, une partie des bénéfices sera rétribuée aux communautés locales, notamment. Et ça, c'était un gros volet aussi, une belle avancée de la COP de Cali, qui était aussi annoncée pour, parce que finalement, le slogan, c'était « Paz con la naturaleza ». Donc, faire la paix avec la nature, c'est faire la paix entre la société humaine et la société du vivant non humain. Et c'est un peu ça aussi qui est à retenir. Ce sont des messages puissants, je pense. Il n'empêche que ce fonds Cali, il existe sur le papier. On va voir un peu comment tout ça va se matérialiser. Et c'est notamment ça va être peut-être du côté des États qu'il va devoir être fait quelque chose pour concrétiser ça plus concrètement parlant. Il y a une belle annonce aussi qui était le fonds TFFF dont vous avez peut-être entendu parler, qui fait notamment le lien avec la COP32 Belém, les sujets déforestation et notamment en Amazonie ou au Cerrado, qui est plutôt une savane, donc pour le coup c'est pas Tropical Forest, excusez-moi. Donc en tout cas ce TFFF, c'est Tropical Forest Forever Facility, qui est porté par le Brésil, qui est soutenu par évidemment la Colombie, qui était le pays hôte de cette COP16. Et qui vise à récompenser les pays en développement qui conserveraient leur forêt tropicale. Vous savez, ça fait un petit temps, depuis 2 ans, je pense, où il y avait eu aussi le One Forest Summit, ici organisé par le président Macron, et des échanges avec notamment certains pays des Sud et notamment africains d'Afrique centrale, qui voulaient valoriser le fait qu'ils protégeaient la biodiversité, qui du coup, du fait de leur déforestation, perdaient finalement au change, et ils voulaient du coup se voir récompensés d'une certaine manière. Et c'était à partir de toutes ces discussions qui après ont émergé, les discussions autour des biocredits, etc., dont je vais parler juste après. Il n'empêche que ce TFF, donc Tropical Forest Forever Facility, devrait allouer des capitaux à des actifs verts
en utilisant, ce qui est indiqué, hein, les intérêts et les dividendes annuels pour protéger les forêts tropicales humides. Donc on est vraiment sur le bassin notamment amazonien, mais aussi sur les forêts d'Asie du Sud-Est ou sur les forêts d'Afrique centrale. Et normalement, les fonds investis par les États mais aussi des investisseurs privés seraient sous forme de prêts. Il y a pas mal de discussions qui continuent actuellement parce qu'on devrait en savoir un peu plus sur le mécanisme de ce fonds à la COP30, donc à Belém, à la COP30 climat. Une autre annonce, c'est l'émission du premier Biodiversity Bond qui est backé par l'AFC, mais aussi avec BBVV, qui est une banque espagnole et qui vise à finalement financer la transition de la ville de Bogota, qui est assez étendue, qui est assez artificialisée et finalement assez peu accueillante hein, pour les citoyens et pour les visiteurs. Et donc, du coup, c'est aussi participer, en tout cas, cette émission de premier Biodiversity Bond est assez intéressant à signaler parce que c'est la première émission d'un bond qui est avec des critères biodiversity très, très stricts. À signaler aussi, et ça refait finalement le lien avec la nécessité, quand on parle de finance biodiversité, à avoir aussi un backup des pouvoirs publics et à parler aussi financement public. C'est tout ce qui concerne évidemment la blended finance, qui est encouragée, hein, plus qu'encouragée même pour dérisquer les projets qui sont finalement assez risqués. Hein, quand vous êtes un investisseur et que vous voulez aller sur le volet du capital naturel ou plus largement de la finance pour la biodiversité. C'est souvent dans des pays risqués, on a très peu de retex, hein, on a très peu de background sur ce type de financement, donc c'est important que les financements publics backent l'investissement privé. Il y a une coalition qui a été mise en avant à Cali, qui regroupe des ONG, hein, qui veulent joindre leurs forces pour les Debt for Nature Swap, donc vous avez peut-être entendu parler. Donc c'est des produits financiers qui s'adressent aux États et donc forcément c'est la raison pour laquelle on parle plus de blended finance à ce moment-là. C'est travailler à construire des standards de pratique, développer des projets de Debt for Nature Swap. Le premier, c'était pareil, ou un des gros projets phares, c'est au Costa Rica ou au Belize, où l'État s'engage à préserver une aire marine et à mettre les financements pour s'assurer que cette aire marine soit finalement conservée de la manière où ça l'est sur le papier. Et en échange de ça, les financeurs publics éteignent la dette. Je pense que c'est assez intéressant de signaler parce que jusque 100 millions de dollars par an pourraient être débloqués par cette coalition d'investisseurs, d'ONG, qui regroupe notamment le WWF, par exemple, ou The Conservation International, pour ceux qui connaisseraient ces grosses ONG internationales de la protection de la nature. Il y a eu aussi un beau moment de la TNFD, vous savez, la Task Force on Nature Financial Disclosure, qui est cette initiative qui est née il y a quelques années et qui a beaucoup poussé au niveau mondial sur la nécessité de reporter sur ces impacts, dépendances, risques et opportunités liés à la nature, qui a été notamment construite, c'est un cadre de reporting volontaire, mais qui a été construite pour ceux qui connaissent la CSRD, avec l'EFRAG, donc cette institution auprès de la Commission européenne qui a défini des standards de place sur certains enjeux ESG et notamment sur le volet biodiversité et écosystème. Et donc ça, c'était assez intéressant parce que du coup, ça a montré un peu la mobilisation de certains acteurs, aussi bien de l'économie réelle comme du secteur financier, en faveur de ce reporting des impacts, dépendances et risques liés à la nature. Peut-être un autre moment important, ça a été la présentation
par l'IAPB, qui est l'International Advisory Panel on Biodiversity, qui est ce panel qui est présidé notamment par une Française, qui est Sylvie Goulard, ex-vice-gouvernante de la Banque de France, et une autre dame plutôt du secteur financier britannique, et qui ont travaillé pendant 1 an à la présentation d'un cadre robuste qui intègre de crédits biodiversité. Alors, on les appelle biocredits. Je préfère dire en anglais parce que sinon, je pense qu'en français, ce serait plutôt parler de contribution nature au certificat biodiversité. Et ça a été assez intéressant parce que ça a aussi permis de donner à voir un certain nombre de sites pilotes qui vont pouvoir mettre sur le devant de la scène ces projets qui pourraient, parce qu'ils ont permis de regagner de la biodiversité, de conserver de la biodiversité, pourraient permettre l'émission de ce type de produits financiers sur des marchés nature, soit volontaires ou plutôt volontaires et pas réglementaires, que vous connaissez déjà ici en France. Voilà, alors je voulais passer et faire un petit incartade sur un petit moment, un petit focus sur ce que veut dire finance, Nature Positive Finance, parce qu'il y a eu notamment la présentation de plusieurs rapports à cette COP. Juste Marguerite, mais on est déjà à court de temps. Et donc du coup, non, mais ça va, mais juste. Non, mais je vois qu'il est. Non, mais du coup, juste pour vous indiquer qu'il y a eu un rapport qui a pu indiquer aux investisseurs qui étaient intéressés pour s'inscrire dans une démarche de financer du nature positif, qu'est-ce que ça voulait dire et comment ils pouvaient, sans risque de greenwashing, revendiquer de financer des initiatives ou financer des corporates qui pourraient être à impact positif. Mais ça, Marie a ma présentation, donc elle pourra vous le passer. Et c'est sur le site de Finance for Biodiversity. Donc, vous pouvez trouver ce papier qui explique ce que veut dire financer de la nature positive ou des actions ou des corporates qui s'inscrivent dans une démarche nature positive. Et je voulais aussi vous faire un peu état de la situation des fonds biodiversité, mais on n'a pas le temps. Donc, si vous voulez, il y a une publication qui a été aussi mise en avant lors de la COP 16, qui est de Morningstar, et qui fait un petit état des lieux à date des fonds biodiversité, de ce qu'on appelle par fonds biodiversité. Je vous ai mis là des exemples de fonds. Et vous parlez aussi d'une autre initiative qui a été engagée par Banque de France Gestion avec CDC Biodiversité, qui a procédé ou qui a mis sur la table une procédure de sélection d'entreprises qui pourraient être sélectionnées et dans le cadre de la création d'un fonds biodiversité. C'est en open data, donc vous pouvez aussi avoir toutes ces informations sur le site de CDC Biodiversité ou Banque de France Gestion. Nous, au niveau de notre asset owner, on a aussi souscrit à ce fonds biodiversité. Voilà. Merci beaucoup, Marie. Désolée je parle de trop. Pardon. Non, mais merci. C'est moi qui suis désolée de te couper parce que c'est passionnant. Mais j'espère qu'on pourra y revenir un peu avec les questions s'il y en a. Max, je te passe la parole tout de suite. Merci Marie. Et je vais essayer de m'en tenir à une dizaine de minutes pour qu'on ait un peu de temps pour le questions-réponses. Si tu pouvais repartager nos slides, j'avais les miennes avec celles de Sophia. Bon, mon nom est Maxime Boucher et je vais parler un petit peu des initiatives d'engagement d'investisseurs concernant la nature et le climat. Je suis certain que vous êtes tous conscients qu'il y a eu une multiplication des initiatives d'engagement des investisseurs sur la nature depuis quelques années qui s'ajoutent à celles sur le climat qui existent depuis l'accord de Paris plus ou moins. Donc, je vais donner un très court sommaire des types d'initiatives d'engagement des investisseurs sur la nature et le climat. Mais avant de m'y lancer, je veux prendre un moment pour donner un petit peu plus de contexte qui, j'espère, vous aidera généralement à comprendre les fondations sur lesquelles ces initiatives se basent. Donc,
Pour commencer avec un peu de contexte historique, bon, Marguerite a assez bien couvert ça, mais je voudrais juste ajouter que depuis 2021, plus ou moins avec l'accord de Glasgow, on voit qu'il y a une intégration du secteur financier dans ces accords internationaux qui était un petit peu moins présente dans les conférences auparavant. Ça s'est ajouté aussi à l'accord de Montréal-Kunming sur le Global Biodiversity Framework en 2022 où il y a une cible formelle qui vise vraiment le secteur financier et qui essaie d'aligner les flots financiers avec les objectifs de l'accord de Montréal-Kunming. Donc, en même temps, en parallèle avec ça, depuis plusieurs années, les banques centrales et les gouvernements ont commencé à estimer l'importance au niveau économique de la biodiversité. On a vu la Dasgupta Review au Royaume-Uni, par exemple. Et il y a eu des études similaires qui ont été conduites dans l'Union européenne par certaines banques centrales. Et normalement, les fondations de ces initiatives-là et des politiques au niveau des investisseurs sont fondées sur le travail de l'IPBES, qui est vraiment l'équivalent de l'organisation de l'ONU sur le climat. Et ce que cette organisation-là a trouvé à travers la science qui a été conduite au niveau mondial, c'est qu'il y a vraiment 5 facteurs clés qui sont responsables pour 90% de la perte de biodiversité. Certains sont assez clairs, donc le changement d'utilisation ou d'affectation des terres, comme la déforestation, vraiment une grande cause de la perte de biodiversité. Il y a aussi l'exploitation directe, que ce soit du bois, du poisson, par exemple, des espèces, des ressources comme l'eau et les terres. Les changements climatiques, la pollution en quatrième place et finalement les espèces exotiques envahissantes. Et ça, c'est important parce que ce sont vraiment ces causes de perte de biodiversité qui forment les fondations des initiatives internationales qu'on voit au COP, par exemple, et sur les initiatives qui supportent les investisseurs. Donc, sur la prochaine diapositive, s'il te plaît, Marie, quand il vient le temps de mesurer et de prendre action par rapport à la biodiversité, vous avez probablement vu de nombreux outils d'analyse, d'initiatives qui utilisent les termes soit de biodiversité, soit de nature. Donc, je pense que ça vaut la peine de prendre un petit moment pour clarifier comment les deux sont interconnectés. La biodiversité, c'est le domaine du vivant dans un endroit donné, donc le nombre d'espèces végétales et animales présentes, ainsi que la profondeur et la santé de leur population. Ces espèces-là interagissent, bien entendu, avec les conditions physiques d'un endroit donné, donc le climat, la présence d'eau et les autres conditions comme la présence de salinité, d'acidité, de nutriments ou même de pollution de l'activité humaine. Et cette interaction-là en est une de dépendance, mais aussi de régulation où la faune et la flore sera affectée, par exemple par la variation des précipitations, en plus de supporter ce cycle de précipitations. Donc, quand on parle de nature, on parle de ces facteurs et de la façon dont l'activité humaine les fait changer, ce qui fait en sorte que ça impacte les autres facteurs à l'intérieur de la nature qui font partie de tout cela et de cet ensemble et de leur contribution à l'économie à travers les systèmes écosystémiques. Et c'est ce point-là qui est vraiment important et qui est ciblé par la majorité des initiatives qui visent la nature. Étant donné qu'il est plus facile de mesurer et de viser les facteurs qui sont directement causés par les activités des entreprises de portefeuille, les initiatives généralement visent à réduire leur impact sur la nature et donc la biodiversité, plutôt que d'essayer de mesurer la biodiversité directement. Donc, c'est une nuance qui est quand même assez importante pour quand il vient le temps de parler des initiatives. Sur la prochaine diapositive, je voulais aussi spécifier un peu que la plupart des initiatives d'engagement des investisseurs portent vraiment une attention soutenue au cadre de reporting et de mise en place des cibles qui existent et qui sont de plus en plus adoptées, particulièrement la TNFD, la Task Force for Nature-Related Financial Disclosures. J'ai aucune idée c'est quoi en français, désolé. Et donc, les demandes qui sont faites des compagnies, des entreprises de portefeuille, tournent vraiment autour de 3 axes. Premièrement, on demande en général une évaluation des risques qui est transparente en termes de ce qui est mesuré dans cette évaluation des risques et en termes des résultats où on a identifié des risques. Deuxièmement,
un grand axe est autour de la gouvernance, donc les politiques qui sont mises en place à l'intérieur d'une compagnie, politique d'approvisionnement, mais aussi la supervision de la direction et du conseil d'administration. Et finalement, on demande aux compagnies d'avoir des objectifs qui sont très bien liés aux résultats de l'évaluation des risques en numéro un et des stratégies et des repères qui supportent vraiment la mise en place de systèmes qui vont permettre d'atteindre ces objectifs. Et ça, c'est très, très bien connecté aussi avec ce qu'on a vu sur le climat depuis plusieurs années. Donc, on a étendu ces concepts un petit peu à la nature. Sur la prochaine diapositive, je voulais illustrer un petit peu certains types d'initiatives au niveau des investisseurs qu'on voit sur le marché. Certaines sont menées ou faites en collaboration avec FAIR, mais aussi avec un grand nombre d'autres organisations. Donc, de plus en plus, on voit un peu une reconnaissance des investisseurs que les risques posés par le climat et la nature sont vraiment systémiques et qu'en tant que tel, il faut une réponse systémique pour adresser ce risque. Donc, en tant qu'investisseur, on essaie d'aller voir si on peut parler et faire reconnaître ces risques et les solutions par les décideurs politiques. Donc, on a vu des engagements plus au niveau des déclarations publiques que, par exemple, FAIR a fait avec une demande des gouvernements des pays du G20 de réformer les subventions au secteur agricole qui ont des impacts négatifs sur la nature. On voit aussi des initiatives qui sont un petit peu plus impliquées. Donc, on a le dialogue sur la déforestation entre les investisseurs et les politiciens qui va avoir des conversations vraiment directement avec les décideurs dans ces gouvernements-là. On voit aussi des engagements corporatifs transsectoriels qui reprennent un peu les concepts du Climate Action 100 et qui s'en inspirent en lançant le Nature Action 100 ou même le PRI Spring. Donc, ces initiatives ont des demandes un petit peu plus haut niveau, souvent sur la gouvernance, le lobbyisme et ainsi de suite, qui peuvent être appliquées à des secteurs à travers l'économie. Et finalement, on a un écosystème d'engagement qui est un petit peu plus spécialisé et qui va s'attaquer ou qui va essayer de résoudre des risques au niveau géographique. Donc, on a un engagement sur le climat en Chine, par exemple, auquel FAIR contribue, mais qui est mené par des institutions locales. On a des engagements sectoriels, donc bien entendu, on est des experts en secteur agriculture et système agroalimentaire, mais aussi il y a des initiatives comme ChemSec qui s'attaquent au secteur de la chimie et de ses impacts sur la nature. Et finalement, il y a des engagements thématiques qui sont vraiment centrés sur les causes comme la déforestation et ainsi de suite. Et bien entendu, certains engagements travaillent sur plus d'une de ces sphères. Sur la prochaine diapo, je voulais juste mettre un petit peu en contexte sur les engagements de FAIR en 2025. Si on commence à gauche, on a nos engagements qui touchent vraiment au climat, mais aussi au nexus avec la nature. Quand on pense au système agroalimentaire, la production de protéines est vraiment un grand facteur dans la perte de biodiversité, mais aussi, bien entendu, un très grand impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et plus on se déplace vers la droite, plus on commence à aller un peu plus sur la biodiversité elle-même. Donc, on a un engagement sur la pollution sur lequel les dialogues sont en cours. Et on a un dialogue sur la traçabilité des produits de la mer, donc le poisson et les fruits de mer qui sont extraits de l'océan, qui sera ouvert pour inscription le 17 février. Si on bouge un petit peu plus à droite, on a aussi des engagements qui touchent à la nature indirectement. Donc, quand on parle d'antibiotiques, bien entendu, il y a la résistance aux antibiotiques qui est un très grand risque à travers la population, surtout dans les pays en émergence, mais qui a aussi un impact très grand à travers l'utilisation des résidus animaux et humains sur les terres agricoles en termes de biodiversité à l'intérieur des terres et donc qui aide le cycle qui rend les terres en santé. Et finalement, on va sur les engagements sociaux qui seront aussi ouverts un peu plus tard cette année.
Et très, très rapidement, sur les prochaines slides, on donne un petit peu un résumé des objectifs de ces engagements. Je vais juste en couvrir un peut-être pour être sûr qu'on ait le temps d'aller sur le Q&A, mais je vais faire confiance à Marie pour partager les diapositives avec vous après. Donc, sur la traçabilité des produits de mer ou des fruits de mer et du poisson, qui sera ouvert aux signatures le 17 février, on demande vraiment à 7 compagnies qui opèrent globalement, mais surtout en Asie, de mettre en œuvre des systèmes de traçabilité numériques et interopérables à l'échelle de la chaîne d'approvisionnement par ces compagnies et de mettre en place des systèmes de support envers les gens qui opèrent dans leur chaîne d'approvisionnement et qui vont pêcher en mer pour mettre en place ces systèmes de traçabilité numérique. Donc, on demande d'avoir des milestones, comme fixer un délai pour la mise en œuvre de ces systèmes-là, et aussi de les aligner à ce qui est reconnu par ces organisations-là et par les organismes de certification comme étant le gold standard, si on veut, qui est le Global Seafood Traceability Dialogue, GTST. Et finalement, d'indiquer comment la compagnie va respecter les engagements qui existent déjà. Donc, je vais m'arrêter ici. On a 2 autres engagements qu'on allait couvrir, mais comme je disais tout à l'heure, Marie peut partager les slides avec vous et ça nous fera plaisir de répondre aux questions. Merci. Merci beaucoup, vous trois. Je ne sais pas si on a des questions. Tout déjà. N'hésitez pas à lever la main ou à ouvrir vos micros, je pense. Bon, je ne sais pas si vous pouvez ouvrir vos micros, mais en tout cas, lever la main. S'il n'y a pas de questions, j'en ai quelques-unes pour vous. Avec plaisir, vas-y. Bah, du coup, peut-être, comme il nous reste quelques minutes, si Marguerite, tu veux revenir sur le système établi par la Biodiversity, Finance for Ouais, Biodiversity sur alors nature attends, positive. je me remets sur, sur mon PowerPoint. Voilà, alors attends, je partage. Hop. En fait, c'est une publication qu'on a rédigée dans le... Attendez, non, ça c'est pas ça. C'est pas ça. Bim. Alors, attendez, bim. Décidément, je suis pas très douée. Je ne suis pas très douée, désolée, Lily, c'est pas ça. Si tu veux, je le Ah oui, partage. sinon tu peux partager. Alors, attends. Donc, c'est une publication qui a été travaillée pendant 6 mois dans le cadre d'un groupe de travail de la Finance for Biodiversity Foundation. Et donc, du coup, on est arrivé à la conclusion, et on est reparti évidemment de divers rapports qui existaient déjà, notamment de la Banque mondiale, du WEF, et qui est un peu en 3 steps. Si on veut si on veut en tout cas financer d'être positif, de contribuer à une finance nature positive, on regarde d'abord si on est bien aligné à une taxo qui pourrait être une taxo nature. Vous savez qu'au niveau européen, il y a un volet biodiversité dans la taxonomie qui est quand même relativement pauvre, hein, parce qu'elle ne couvre notamment pas les secteurs de la pêche, les secteurs de la forêt, les secteurs surtout agricoles. Mais après, on peut se faire une taxonomie interne, hein. Par exemple, moi, je travaille au sein du groupe Caisse des dépôts à une taxonomie interne pour enrichir notamment la taxonomie européenne. Donc, est-ce que, en tous les cas, l'entreprise dans laquelle vous voulez investir est alignée à une taxonomie qui respecterait des critères nature, on va dire, hein, parce que, ou alors si vous pouvez vous aligner sur une autre taxonomie qui peut exister et qui a des critères biodiversité un peu plus robustes. Il y a notamment l'initiative portée par des ONG comme le WWF et qui s'appelle, il faudrait que je retrouve ça, mais et qui a vocation à complémenter la taxonomie européenne sur le volet notamment nature. Je peux vous redire ça, hein, Marie, le nom de Oui, l'initiative. pas de problème. Tu me rediras si ça te revient pas. Si Tout de si suite. cette finance ne soutient pas des activités
qui contribuent substantiellement à cette taxonomie nature. Alors forcément, ce financement ne peut pas être catégorisé comme une finance de la classe d'une finance nature positive. Deuxième step, c'est qu'il faut évidemment regarder les risques nature. Est-ce que le financement répond à certains critères, notamment au niveau des risques et impacts significatifs? On revient sur les facteurs de pression dont vous a parlé Max, les 5 facteurs de pression de l'IPBES. Donc, que je vous redis éventuellement, le changement d'affectation des sols, des terres et des mers, la surexploitation, la pollution, le changement climatique, les espèces exotiques envahissantes. Il faut regarder si finalement ce financement ne contribue pas à exacerber un facteur de pression. Il faut regarder aussi sur les habitats parce qu'on sait que le changement d'affectation des terres concerne notamment les habitats. Est-ce qu'il y a un risque de conversion des écosystèmes? Et sur le volet espèces, est-ce qu'il y a des risques d'impact, notamment sur les espèces protégées? Ces deux sujets, habitat et espèces, si vous connaissez la CSRD, c'est notamment des data points qu'il faut renseigner, ou en tout cas essayer de construire une démarche en interne pour pouvoir avoir des informations sur l'impact négatif sur les espèces protégées et sur les zones sensibles. En fait, c'est tout ça qu'il y a derrière le mot habitat. Sinon, alors on peut pas, on va dire que c'est plutôt une finance pro-nature parce que contribuant substantiellement à une taxo biodiv. Bon, je ne vous l'ai pas dit, mais forcément, si vous connaissez la taxonomie, il faut ne pas contrevenir à des DNSH. Et la DNSH biodiversité est évidemment un sujet qui aurait dû déjà être à l'ordre du jour. Mais là, on est vraiment sur la contribution substantielle à des activités qui pourraient être qualifiées dans une taxonomie nature. Et donc, du coup, on serait plutôt là sur une finance nature mainstream. Et puis, le troisième, si vous voulez vraiment être dans la finance nature positive, il faut regarder les résultats positifs sur la nature. Et donc là, on est vraiment dans une optique d'actifs finalement positifs pour la nature, avec une mesurabilité des gains biodiversité tel que ça a été attendu dans la première place, quoi, dans le premier, au tout début. Et donc ça, il faut aussi démontrer que le financement a amélioré l'état de la biodiversité ou des écosystèmes comparé à ce que ça aurait pu être de façon business as usual. C'est un peu plus complexe, c'est un peu plus compliqué. Donc là, tout de suite, il y a pas mal de travail à faire, mais on peut notamment partir, et je voulais vous signaler ça aussi, des travaux qui sont faits en ce moment et qui sont aussi en open data, couverts par le Muséum national d'histoire naturelle et le cabinet de conseil Carbon for Finance, et qui travaillent à des tableurs de pratiques biodiversité avec des gains biodiversité. Donc, si par exemple vous financez des activités dans l'agriculture, on pourrait attendre des gains substantiels de biodiversité si le type d'agriculture remplit certains critères, par exemple respecte les bandes enherbées, n'utilise pas de pesticides, tout en étant couplé par ailleurs à des indicateurs visant plutôt le paysage et les écosystèmes de la localisation de l'actif. Bon, j'ai pas eu beaucoup de temps pour écrire. C'est un peu complexe. Peut-être qu'il faudra que tu nous réinvites, Marie. Oui, pas de On en problème, avec reparle. plaisir. Mais du coup, c'est un peu ça, les 3 steps pour se revendiquer, faire de la financement nature positive. Et c'est évidemment de niche, on ne va pas se mentir pour le moment, mais déjà s'il pouvait y avoir un regard sur sur des critères taxonomiques nature. Donc, on peut réfléchir aussi en interne. Donc, je te donnerai les coordonnées de cette plateforme qui a travaillé à une taxonomie complémentant la taxonomie européenne, notamment dans son pilier biodiversité. Ça peut déjà être quelque chose de très bien. Et puis après, construire finalement aussi toute une démarche s'inscrivant dans la réduction d'impact. Ok, Voilà. c'est super intéressant. Ouais. On aura encore plein de questions, notamment est-ce que ça a été testé sur des portefeuilles, mais on pourra creuser peut-être à une autre occasion, puisqu'il y a encore plein de Avec choses, je plaisir. pense. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir clôturer ce brief.
Encore un grand merci à tous et particulièrement à vous, Sophia, Marguerite et Max. C'était passionnant et on vous fera circuler les présentations et les autres informations qui ont été transmises. Et puis n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions à l'issue du brief, à nous les transférer, à nous en faire part. Merci beaucoup. Merci Marie, à Merci bientôt. beaucoup. Bonne Merci. journée. Au revoir.